Chers étudiants, bonjour. Donc on va continuer aujourd'hui cette anatomie de l'abdomen en traitant le reste du tube digestif. Vous avez donc commencé le tube digestif avec professeur Legersh, vous avez fait le duodénum. Aujourd'hui, on va continuer la suite du tube digestif, c'est-à-dire on va traiter l'intestin grêle, on va traiter le côlon et puis le rectum pelvien ainsi que le canal anal. Et donc on va commencer tout de suite avec l'anatomie de l'intestin grêle. Donc, anatomie de l'intestin grêle. Et pour traiter cette question, on va donc suivre un plan. Et le plan, ce sera le plan suivant. On va d'abord définir c'est quoi l'intestin grêle. Après une définition, on va voir l'intérêt de l'étude de cette question, c'est-à-dire l'intérêt de l'intestin grêle, l'intérêt de l'étude de l'anatomie de l'intestin grêle. Et cet intérêt peut être, il peut y avoir plusieurs intérêts. D'abord, il peut y avoir un intérêt qui est anatomique, on va voir tout ça, un intérêt qui est physiologique, et puis surtout un intérêt qui est pathologique. Ensuite, on va parler de la situation ainsi que de la configuration externe, situation et configuration externe de l'intestin grêle, et ce sera l'objet de notre premier schéma. Ensuite, après la configuration externe, on va parler de la structure, c'est-à-dire la configuration interne, la structure de l'intestin grêle. Et puis, après la structure, on va parler d'un chapitre qui est très important, c'est bien la vascularisation de l'intestin grêle. La vascularisation de l'intestin grêle. Et cette vascularisation, bien sûr, comme tous les organes, elle est triple. Elle est d'abord artérielle, et ça va être l'objet de notre schéma de la vascularisation, parce que c'est la vascularisation la plus importante. On va parler de la vascularisation veineuse, parce qu'elle est très importante sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire la fonction de l'intestin grêle, et on va voir qu'elle est pratiquement calquée sur la vascularisation artérielle, et puis peut-être un mot sur la vascularisation lymphatique, avant, bien entendu, de faire une conclusion. Donc, on va commencer par la définition. Et la définition de l'intestin grêle, donc définition, l'intestin grêle est considéré comme le segment du tube digestif qui fait suite au duodénum, au niveau de l'angle duodéno-jéjunal. On va voir c'est quoi l'angle duodéno-jéjunal. Jéjunal, c'est par rapport à une partie de l'intestin grêle qu'on va voir au niveau de notre premier schéma. Donc, la partie du tube digestif qui fait suite au duodénum au niveau de l'angle duodéno-jéjunal et qui va se terminer au niveau de la valvule iléo-cécale. C'est quoi la valvule iléo-cécale? C'est la jonction entre l'iléon terminal, c'est-à-dire la deuxième partie de l'intestin grêle qu'on va voir, et le cécum qui est la partie initiale du côlon. Donc finalement, cet intestin grêle va prendre origine ou va faire suite au duodénum, au niveau de cet angle qu'on appelle l'angle duodéno-jéjunal, et va avoir une longueur tellement importante, l'intestin grêle, vous savez qu'il fait 6 à 8 mètres de longueur, jusqu'à se terminer au niveau du cécum par une valvule qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelle la valvule iléo-cécale. Alors, c'est quoi l'intérêt de l'étude de cet intestin grêle? Comme on a dit, il y a plusieurs intérêts. D'abord, un intérêt qui est anatomique. Et quand on dit anatomique, un intérêt qui est chirurgical également. Parce que l'anatomie, comme on le dit toujours, sert énormément à la chirurgie. Donc, l'intestin grêle se trouve dans la cavité abdominale, dans l'étage sous-mésocolique de l'abdomen, et contracte beaucoup de rapports anatomiques avec les organes de la cavité sous-mésocolique ou de l'étage sous-mésocolique de l'abdomen. Ensuite, vous avez un intérêt qui est physiologique. Alors, la physiologie de l'intestin grêle est un organe du tube digestif qui a comme principale fonction
ce qu'on appelle l'absorption intestinale. C'est quoi l'absorption intestinale? C'est-à-dire tous les aliments qu'on va ingérer l'être humain, vont passer par un certain nombre de phases et ils vont être digérés, c'est-à-dire dégradés en petits éléments ou petites molécules. Et cette digestion va commencer déjà au niveau de l'estomac. Vous avez fait l'estomac avec une digestion qui est mécanique et qui est chimique par l'intermédiaire des enzymes. Elle va se continuer au niveau du duodénum par notamment une digestion qui est chimique par les enzymes qui se trouvent au niveau du suc pancréatique qui vont dégrader le bol alimentaire. Et ensuite, une fois arrivé au niveau de l'intestin grêle, ces molécules sont dégradées en toutes petites molécules qui peuvent passer dans le sang. Parce que la finalité de l'alimentation, c'est que ces molécules qui sont des glucides, des protéines, des lipides, doivent passer dans le sang pour aller nourrir tous les organes de l'organisme. Et ce passage du tube digestif vers le sang, tout le passage se fait au niveau de l'intestin grêle. Et vous voyez donc que l'intestin grêle est un organe qui est vital. On ne peut pas vivre sans intestin grêle. On peut vivre sans une partie de l'intestin grêle, mais sans tout l'intestin grêle, on ne peut pas vivre parce que c'est l'organe qui va absorber ces aliments et les faire passer de la lumière de l'intestin grêle vers le sang et qui vont partir pour nourrir tous les organes de l'organisme. Et cette absorption se fait à partir des veines de l'intestin grêle et ces molécules vont passer de la lumière de l'intestin grêle vers ces veines. On va les voir dans la vascularisation veineuse pour partir dans toute la vascularisation du corps humain. Donc, vous voyez l'intérêt de cet intestin grêle, un intérêt qui est capital, et d'où donc la fonction, et on a dit donc c'est l'intérêt physiologique. Et puis, vous avez un intérêt qui est pathologique. Et les pathologies de l'intestin grêle peuvent être fréquentes. La première, si vous voulez, pathologie, c'est ce qu'on appelle le syndrome de malabsorption. Vous avez des patients qui ont un problème au niveau de l'intestin grêle et comme l'intestin grêle est responsable, comme je vous l'ai dit, de l'absorption intestinale, ces patients vont avoir ce qu'on appelle un syndrome de malabsorption. C'est-à-dire les molécules qui sont, comme je le dis encore une fois, les glucides, les lipides, les protéines qui sont indispensables à la survie de l'être humain ne vont pas être absorbées au niveau de l'intestin grêle. Ils vont rester dans la lumière, ils ne vont pas partir dans le sang. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir que le patient va présenter par exemple un amaigrissement ou une dénutrition parce que le patient n'arrive pas à absorber dans son sang toutes ces molécules qui sont indispensables à la vie. Donc, le syndrome de malabsorption, c'est quand même important. Et à part, donc ça c'est un syndrome qui va atteindre la muqueuse de l'intestin grêle et qui va donner ce syndrome de malabsorption, il y a aussi des pathologies de la vascularisation de l'intestin grêle, notamment des pathologies qui peuvent rentrer dans le cadre de l'urgence. On va peut-être un peu anticiper, mais vous allez le voir dans le chapitre de la vascularisation artérielle, l'intestin grêle est vascularisé par les branches de l'artère mésentérique supérieure. Et cette vascularisation artérielle, donc, elle est de type terminal. Et on a vu un petit peu les types de vascularisation terminale ou anastomotique quand on a vu la vascularisation artérielle du cœur en premier partiel, souvenez-vous, et cette artère mésentérique supérieure peut être le siège, comme on en a parlé au niveau du premier partiel, au niveau des artères coronaires, elles peuvent être le siège de cette pathologie ou de cette maladie qui est l'athérosclérose, cette pathologie qui va être responsable de dépôt de plaques d'athérome et de graisse à l'intérieur des artères et qui, en évoluant petit à petit, va réduire le calibre de l'artère mésentérique supérieure, jusqu'à ce que s'il y a de grands facteurs de risque et que cette pathologie va évoluer d'une manière considérable, il peut y avoir une ischémie importante de l'intestin grêle par obstruction de l'artère mésentérique supérieure. Il y aura une athérosclérose tellement importante avec un caillot sanguin qui va se former et l'obstruction des artères mésentériques supérieures va donner l'infarcissement intestinal, c'est-à-dire la mort d'une partie de l'intestin grêle et c'est ce qu'on appelle l'infarctus mésentérique. Alors c'est quoi l'infarctus mésentérique? C'est une ischémie sévère d'une ou de tout l'intestin grêle suite à une obstruction des branches de l'artère mésentérique supérieure. Et c'est une urgence médico-chirurgicale.
l'infarctus mésentérique est une urgence médico-chirurgicale parce que l'intestin ne va plus fonctionner, il va nécroser. Donc, voici les deux pathologies les plus importantes dont je voulais vous parler au niveau donc de l'intestin grêle. Et on va passer maintenant à la situation ainsi que la configuration externe. Et pour voir notre configuration externe, on va donc réaliser notre premier schéma qui est tout simplement une vue antérieure de l'intestin grêle et on va voir la disposition, si vous voulez, de l'intestin grêle, sa configuration externe, sa morphologie et on va en profiter du schéma pour voir également sa péritonisation. Donc, premier schéma, vue antérieure de l'intestin grêle. On va dire situation et configuration externe. Ah, c'est une vue antérieure. Le haut, c'est le haut, et la droite, c'est bien entendu la gauche. Vous avez l'habitude maintenant. Alors, pour voir donc cet intestin grêle, il faut, on a dit que l'intestin grêle fait suite au duodénum. Donc, pour un petit peu se situer dans cette cavité abdominale, on va commencer par schématiser le duodénum ou le cadre duodéno-pancréatique. Et je sais que vous l'avez fait en détail avec le professeur Lech. Donc, on va schématiser donc, le premier duodénum à ce niveau-là. Voilà donc le premier duodénum avec le deuxième, le troisième et le quatrième duodénum. Et qui vont se terminer par l'angle duodéno-jéjunal. Bien entendu, le duodénum est en intime rapport, le duodénum, il a un rapport intime avec, oh là là, voilà, avec le pancréas, qui vont former un seul donc, organe qui est le duodénopancréas à droite, et puis vous avez le pancréas à gauche. Et puis on va schématiser notre intestin grêle qui va se faire suite au duodénum et qui va se placer dans l'étage sous-mésocolique de l'abdomen en formant deux parties. Donc l'intestin grêle va former donc, dans l'étage sous-mésocolique de l'abdomen deux parties et une partie qui est verticale où les anses de l'intestin grêle sont verticales qui s'appelle le jéjunum et une partie où les anses sont horizontales et qui s'appelle l'iléon. Donc on va schématiser un petit peu ou illustrer un petit peu tout ça. Là, c'est deuxième duodénum. Deuxième duodénum. Le pancréas. Là, vous avez l'angle duodéno-jéjunal, l'angle duodéno-jéjunal, et puis vous avez donc ces deux parties, une partie qui est verticale, qui est le jéjunum, et une partie qui est horizontale, qui est l'iléon.
l'iléon. Donc, l'intestin grêle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la partie la plus longue du tube digestif. Elle fait à peu près 6 à 8 mètres de longueur. Et ces 6 à 8 mètres de longueur sont divisés en deux parties. Une partie verticale qui est le jéjunum et une partie horizontale qui est l'iléon. Et il va se terminer donc par cette valvule qu'on a dit tout à l'heure, qui est la valvule iléo-cécale et qui fait la jonction entre l'iléon terminal et le cécum. Donc voici ici le cécum, on va le voir tout à l'heure. C'est la partie initiale du côlon et l'intestin grêle va donc se terminer par cette jonction iléo-cécale à ce niveau-là où l'iléon terminal va s'aboucher au niveau du cécum. Jonction iléo-cécale. Voilà, la jonction iléo-cécale. Donc vous voyez que c'est un organe qui est formé en forme de anses qui sont complètement mobiles dans la cavité abdominale, dans l'étage sous-mésocolique de l'abdomen. 6 à 8 mètres d'anse intestinale, complètement mobile dans la cavité abdominale. Et cette distinction entre jéjunum qui est vertical et iléon qui est horizontal n'est pas tellement claire parfois. Pourquoi? Justement parce que les anses intestinales sont mobiles à l'intérieur de la cavité abdominale. Et pourquoi ils sont mobiles? Parce que l'intestin grêle est un organe qui est péritonisé. Il est entièrement péritonisé. Et quand on dit entièrement péritonisé, il est donc enveloppé par un méso. Et ce méso est une lame qui est porte-vaisseau. Souvenez-vous, un organe intra-abdominal qui est péritonisé et enveloppé par un méso qui est une lame porte-vaisseau. Et un organe qui n'est pas péritonisé, lui, est fixé par un fascia. Alors, cette péritonisation va se faire par le méso de l'intestin grêle qu'on appelle le mésentère. Alors, c'est quoi le mésentère? Le mésentère, c'est un feuillet viscéral du péritoine qui va complètement envelopper les 6 à 8 mètres de l'intestin grêle et qui va porter les vaisseaux nourriciers de l'intestin grêle qui sont l'artère et la veine mésentérique supérieure. Alors, comment se présente ce mésentère? Il se présente sous forme d'une racine et avec un bord périphérique. La racine, elle est petite, elle fait environ 15 cm et avec un bord périphérique qui a la longueur de l'intestin grêle. C'est exactement, il a la forme d'un éventail. Vous connaissez l'éventail, avec une partie avec laquelle on tient l'éventail qui est la racine, qui est petite, et puis vous avez le bord périphérique de l'éventail qui est très étendu, qui est l'intestin grêle. Alors la racine de l'intestin grêle va prendre origine à quel niveau? Elle va prendre origine, bien entendu, puisqu'elle va envelopper tout l'intestin grêle, donc elle doit prendre origine du début de l'intestin grêle jusqu'à sa terminaison. Donc la racine de l'intestin grêle va prendre origine ici, au niveau de l'angle duodéno-jéjunal. Vous voyez qu'elle va entourer ici l'intestin grêle, et je la mets en vert parce que c'est un méso et les mésos sont schématisés en vert. Et elle va avoir, cette racine du mésentère va avoir un trajet en 3 parties. Une première partie, comme vous allez le voir ici, qui est oblique en bas et à droite, oblique en bas et à droite, et qui va suivre un petit peu jusqu'à la face antérieure du 3e duodénum, comme vous voyez ici. Donc une première partie oblique en bas et à droite, jusqu'à la face antérieure du 3e duodénum. Une deuxième partie qui, elle, est verticale. Voilà, deuxième partie de la racine du mésentère, elle est verticale. Et puis une troisième partie encore qui est oblique en bas et à droite jusqu'à la valvule iléo-cécale. Donc une autre partie, troisième partie encore oblique en bas et à droite jusqu'à la valvule iléo-cécale.